la loi de Pareto, c'est un principe qui fait que 20% des causes produisent 80% des résultats. Pourquoi ça ne marcherait pas sur la perte de poids ? Si en ciblant 20% d'efforts, j'arrive à avoir 80% de résultats, c'est génial. AVS avec Philippe Robichon. Alors AVS, ça veut dire à votre santé. Ce matin, ça va être à votre silhouette avec mon invitée Aline Pérodin. Bonjour Aline. Bonjour Philippe. Et bienvenue chez Comme un gosse. Vous êtes journaliste experte en santé, directrice de la rédaction de Santé Magazine. Et je vous écoute tous les matins à 5h50 sur une radio concurrente. C'est pour ça que je suis comme un gosse, parce que vous faites partie de mon imaginaire, de mon quotidien. Vous êtes un lève-tôt. Ah oui, moi j'écoute à partir de 4h30, 4h30, début de l'Access matinal. Voilà. Et alors, j'écoute Marina Giraudot depuis au moins 15 ans, qui me réveille depuis au moins 15 ans. Et si elle ne me réveille pas, je suis de super mauvais poil. C'est très intéressant ce que je vous raconte. Mais voilà, j'écoute Marina Giraudot. Ça, je vais lui dire. Et Valérie Quintin le week-end. Et les deux, pour moi, sont des grandes dames de la radio. Non, voilà. C'est très gentil pour elles. Elles sont plurielles, elles savent tout faire en fait. C'est pour ça que je les aime. Elles sont animatrices, elles font la météo, elles interviewent les gens au téléphone. Et ça, c'est notre métier. Et vous êtes Madame Santé d'RTL Matin. Exactement. Vous publiez 80-20, la méthode pour mincir sans souffrir chez Marabout. Vous avez appliqué ce qu'on appelle la loi de Pareto et vous l'avez appliquée à la perte de poids. C'est quoi la loi de Pareto ? Alors, la loi de Pareto, c'est un principe qui fait que 20% des causes produisent 80% des résultats. C'est une loi qu'on retrouve très souvent, qu'on retrouve dans l'économie, qu'on peut retrouver dans les ressources humaines. En fait, c'est une loi qui a été inventée par un économiste et italien, Wilfrid Pareto, du début du XXe siècle. Alors, pourquoi que je me suis inspirée de cette loi ? Parce que je me suis dit, si ça marche dans ces domaines, pourquoi ça ne marcherait pas sur la perte de poids ? Et comme je suis pas très courageuse et que j'aime pas les régimes restrictifs, je me suis dit, mais si en ciblant 20% d'efforts, j'arrive à avoir 80% de résultats, c'est génial. Donc, c'est ma méthode. J'ai essayé de faire une méthode qui permet en fait de maigrir sans régime restrictif, et qui permet en ciblant là où on va pouvoir être le plus efficace pour perdre du poids, vraiment ne pas réussir à maigrir, mais sans uniquement être dans la restriction, parce que ma méthode, ça ne concerne pas que l'assiette. Il n'y a pas des associations, il n'y a pas de... Bon, alors pour expliquer aux gens, vous n'êtes pas nutritionniste, vous n'êtes pas diététicienne, vous êtes experte santé. Vous vous êtes retrouvé un peu comme beaucoup de gens après le Covid, avec quelques kilos en trop. Vous dites, je ne me suis pas vu grossir. Et au final, au bout d'un moment, vous aviez 8 kilos en trop. Et oui, parce que le Covid, on est moins actif. Après, j'ai fait une matinale, justement, à la radio. Vous vous levez plus tôt, vous faites plusieurs petits déjeuners. Et, en l'occurrence, 2. Mais il faut expliquer aux gens. Mais c'est vrai que ceux qui ont des horaires décalés, et qui sont obligés de se lever tôt le matin, ils mangent plus. On a tendance à manger plus quand on a une fenêtre alimentaire, quand on se lève très tôt, par exemple, si on mange encore très tard. Et moi, je me levais très tôt, je faisais un petit déjeuner à 5h moins le quart, j'en refaisais un autre à 6h, et des fois, je regrignotais avant de recommencer l'autre travail. Donc, c'est un peu ces petites choses, souvent, qui peuvent faire prendre du poids, et c'est aussi des petites choses qui peuvent faire perdre du poids. Et c'est vraiment ma méthode, c'est qu'on peut aussi arriver à perdre du poids par des petits changements. C'est un peu le secret de votre méthode, pas de révolution, mais des petits changements. Vous étiez pas bien comme vous étiez, parce que vous n'êtes pas d'un naturel. Mais en fait, alors on dit plus gros aujourd'hui. On dit plus gros. Non, j'ai jamais été grosse, mais vous savez, quand vous devez racheter tous vos vêtements, parce qu'en fait, j'avais pris une taille, et quand vous changez de saison et que vous rentrez plus dans vos pantalons, moi, ça a servi de déclic. Je me suis dit, non, mais là, ça va plus, quoi. Donc, il faut que je fasse quelque chose. Et pour faire quelque chose, comme je suis une gourmande et incapable de ne plus manger, de me restreindre, je me suis dit, qu'est-ce qui a provoqué ma prise de poids ? Et c'est là que j'ai commencé à regarder ce qui avait provoqué ma prise de poids. Et surtout, j'ai voulu voir toutes les études. J'ai regardé les études qui montrent que y a à peu près souvent 10 facteurs de prise de poids et qu'on peut
tout le monde ne fait pas tout mal. Moi, j'avais pas fait tout mal. J'avais multiplié les petits déjeuners et je grignotais plus parce que il y a eu le Covid, on travaillait chez soi. Et après, il y a le télétravail. Et le télétravail, ça peut être une façon aussi de moins bouger et de manger plus parce que je télétravaillais dans ma cuisine. En gros, vous savez en combien de temps vous avez pris ces 8 kilos ? Difficile parce que je me pesais pas au début. Donc alors que vous conseillez aujourd'hui de vous peser tous les jours. Oui, parce qu'après, je l'ai fait. Parce que pour perdre du poids, du coup, moi, ça a été ma boussole, la balance. Ça a été utile. Il y a des nutritionnistes qui disent faut pas se peser, pas plus d'une fois par mois. Moi, sans boussole, j'avais besoin de me peser, ça me motivait. Et d'ailleurs, il y a des études qui ont montré que le fait de se peser, ça peut entretenir un comportement sain. Voilà. Alors, cette méthode, vous l'avez appliquée sur vous. Voilà, ça a fonctionné. Et comme vous dites que c'est des petits changements, il faut accepter que ça prenne du temps. Alors, les régimes restrictifs qui promettent, ou toute méthode qui promet une grosse perte de poids, honnêtement, ça marche, mais que sur du court terme. En plus, et vous allez quoi ? Reprendre encore plus, parce que vous allez perdre du muscle, et donc, après, vous allez remanger normalement, et vous serez encore plus gros et plus gras. Donc, honnêtement, c'est du mensonge. Ça ne marche pas. Donc, une méthode, en fait, pour qu'elle soit efficace, il faut qu'on l'intègre dans sa vie, et il faut qu'elle apporte du plaisir. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai regardé les 10 leviers sur lesquels on peut agir. Mais il a fallu les déterminer déjà, ces leviers. Ces leviers, moi je suis une journaliste spécialiste en santé, je m'appuie que sur des études. Voilà, il n'y a pas de croyances, c'est des études scientifiques. Et les chercheurs ont identifié les leviers, c'est généralement évidemment le contenu de son assiette, de manger trop ou déséquilibré, mais il y a beaucoup d'autres leviers. La prise de poids, c'est pas que le contenu de son assiette, c'est le sommeil. On sait que le manque de sommeil fait grossir. C'est le stress. On sait que le stress, ça pousse au grignotage. C'est le fait d'être sédentaire. Franchement, on est de plus en plus sédentaire. Notre société, elle est obésogène. Elle nous rend sédentaires parce qu'elle nous propose de la nourriture de plus en plus grasse et sucrée et tout est fait pour qu'on bouge le moins possible. Donc, quand on regarde tous ces leviers possibles, la fenêtre alimentaire aussi, si vous mangez, évidemment, ça paraît logique, très tôt le matin et très tard le soir, vous avez plus de risques de manger plus que si vous avez une fenêtre alimentaire plus restreinte. La fenêtre alimentaire, c'est le temps qu'on consacre pour manger. Pour manger. Ça ressemble un peu au jeûne intermittent d'ailleurs, qui sont des périodes de 16-8 en fait. Alors le jeûne intermittent, ça peut être bien si on n'a pas de vie sociale, si on n'aime pas prendre de petit déjeuner, parce que regardez, si on a besoin de petit déjeuner le matin, ça va être dur quand même. Ça veut dire qu'on va pas dîner. Donc peut-être qu'avec sa famille, le jeûne intermittent est quand même compliqué à faire. Oui, c'est compliqué par rapport à sa façon de vivre en fait. Voilà. Donc je suis pas favorable au jeûne intermittent. En plus, il y a quand même des études qui laissent penser que ça pourrait aussi désorganiser notre rythme circadien. Plutôt essayer de respecter un temps de jeûne nocturne suffisamment long, 10-12 heures, et pas grignoter après le dîner, devant des films qui nous, d'ailleurs, proposent des publicités avec plein de saloperies à manger. Et donc, plutôt essayer d'avoir des repas à heure fixe et pas trop tard. Vraiment essayer de dîner tôt. Alors, le cycle circadien pour tout le monde, c'est vrai que c'est de plus en plus populaire, mais tout le monde ne sait pas encore en quoi ça consiste. Mais en fait, notre rythme, on a des rythmes qui sont sur 24 heures, sur une journée, un peu plus d'une journée. Et c'est important de les respecter, parce que si on ne les respecte pas, par exemple, on le voit bien, si on travaille en horaire décalé, généralement, en horaire décalé, par exemple, on va avoir un sommeil de moins bonne qualité, on va manger quand il ne faut pas, et tout ça peut amener à une prise de poids. Donc, il faut essayer de le respecter. On n'est pas fait pour manger tout le temps. Notamment, on n'est pas fait pour manger la nuit. Donc, on est fait pour manger dans une période de temps assez restreinte. Et le mieux, à la rigueur, c'est de manger le matin et à midi, et plutôt assez léger le soir. Plutôt 2 à 3 heures avant d'aller se coucher. C'est vraiment recommandé. Et puis, les études ont montré que quand on mangeait plus le matin, en début de journée, le midi, généralement, on avait tendance aussi à mieux réguler son appétit et à avoir plus de facilité pour perdre du poids. Vous et moi, on a vu quand même beaucoup de méthodes en 25 ans qui faisaient perdre du poids.
Est-ce qu'il y en a qui marchent sur la durée, au final ? Les méthodes qui marchent sur la durée. Ouais. Alors, les méthodes qu'on a beaucoup vues, moi, je les critique parce que souvent, elles sont restrictives. Soit elles vous disent prenez plus de graisse, prenez plus de sucre, on est encore dans l'anti-sucre, bien sûr, qu'on mange trop sucré, mais être jusqu'au 0 sucre, pour moi, c'est pas tenable sur le long terme. Donc, soit elles jouaient sur plus de sucre, plus de graisse, soit elles jouaient sur une restriction, encore des interdits, toujours pas de tel ou tel aliment le matin ou le soir, c'est la chrononutrition, qui n'était pas vraiment basée toujours sur des études scientifiques. Pourquoi manger du fromage le matin ? Bon, qu'on me prouve que c'est scientifiquement prouvé. Et donc, ce sont des méthodes qui sont quand même assez dures à tenir sur la durée. Parce que, alors, les tenants de la chrononutrition disent que tout ce que vous mangez le matin se brûle et que ce que vous mangez le soir se stocke. Donc, finalement, l'idée, c'était de dire que vous métabolisez mieux les gras le matin et que vous avez toute la journée pour les métaboliser. C'était ça ce qui est vrai, on métabolise mieux la lipase, cette enzyme qui nous permet de métaboliser les graisses, il y en a plus le matin, mais de là à interdire le soir, vous voyez, c'est quand même très très restrictif. Vous, ce que vous reprochez, c'est le fait que ce soit interdit. Bien sûr, c'est tel type d'aliment, c'est des listes, et dans la vie, c'est juste pas jouable sur le long terme. Donc, on est sur des méthodes qui marchent certainement, d'ailleurs pratiquement toutes les méthodes, puisqu'elles font manger moins, marchent sur du court terme, mais à long terme ne marchent pas. Une méthode qui va marcher, c'est pour ça que j'ai développé la méthode 80-20, c'est une méthode qui ne va pas vous amener non plus à changer brutalement, à changer trop. Pourquoi ? Parce que si vous changez brutalement votre alimentation. Ce qu'on fait quand on se met au régime, en règle générale, du jour au lendemain, on dit je vais tout changer. Voilà, vous dites il faut que je me dépêche. Zéro sucre. Moi, à partir de lundi, c'est 0 sucre. C'est juin, bientôt les vacances, oh là là, je vais rentrer dans mon maillot de bain. On peut comprendre, mais le cerveau, lui, il fait pas la différence entre un régime restrictif et la famine. Donc, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va essayer de s'opposer à ça. Il va dire, ouh, régime restrictif, danger. Donc, il va mettre en alerte, il va se dire, je vais ralentir mon métabolisme, je vais faire en sorte que ça marche pas, que je perde. Il va résister, il va se mettre en résistance. On va avoir les hormones de la satiété, par exemple, qui vont moins bien fonctionner, et on va au contraire avoir plus faim. C'est pour ça que c'est très difficile, le régime restrictif, parce que généralement, on a faim, et puis même si on y arrive, après, il va y avoir tous les mécanismes de régulation qui vont faire qu'on va reprendre, parce qu'on n'y arrive pas. Donc, une méthode qui marche, c'est une méthode qui va sous les radars, le cerveau ne va pas s'inquiéter, on va réussir à faire des petits changements et qu'on va garder, on va dire, toute la vie. Alors, il y a une idée qui se popularise depuis quelques années, c'est que finalement, pour mincir, c'est simple, il suffit de manger moins que ce qu'on dépense. Alors, oui, mais c'est simple, mais simpliste. C'est manger moins que son métabolisme, en fait, c'est ça l'idée, ça serait ça l'idée. Oui, mais c'est simpliste parce que, regardez, à quantité, à calories égales, vous avez une personne qui va manger des aliments ultra transformés, le même nombre de calories. Une personne qui mange avec le même nombre de calories des aliments bruts, des fruits, des légumes, de la viande, au final, il y a des études l'ont fait, eh bien, elle n'aura pas absorbé le même nombre de calories. La personne qui mange moins d'aliments transformés aura absorbé moins de calories que celle qui mange ultra transformée. Donc on voit que c'est beaucoup plus compliqué aujourd'hui. C'est pas qu'une question de comme ça de plus et de moins. Après le sport, par exemple, on va dire oui, mais le sport ça suffit pas pour maigrir, parce que justement. Alors ça c'est la nouvelle idée qui circule, c'est assez récent quand même. C'est le sport, ça fait pas maigrir. Ah oui, ça fait pas maigrir, parce que regardez, quand vous faites, je sais pas, une demi-heure de jogging, vous perdez que 150 calories, alors qu'un croissant, c'est le double et on l'a avalé en 5 minutes. C'est vrai, mais on est toujours dans cette logique d'arithmétique, alors que c'est faux dans la réalité. Pourquoi c'est faux ? Imaginez d'abord quand on fait du sport ou on bouge. Je préfère parler d'activité. Déjà, on va pas être assis, et on sait que quand on est longtemps assis, on a tendance à plus grignoter. Voilà. Deuxièmement, quand on bouge, on va mieux réguler son appétit. Donc, on aura moins faim.
Donc c'est une autre c'est quand même une façon de. Troisièmement, oui, on dépense quand même des calories. Peut-être peu, mais on en dépense. Alors c'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait d'émission sur la perte de poids. J'ai invité la journaliste Aline Perraudin ce matin. Vous publiez 80-20, la méthode pour mincir sans souffrir chez Marabout, qui s'appuie sur la célèbre loi de Pareto. Alors vous avez sélectionné 10 principes et vous demandez d'en choisir 2. Oui, c'est ça. Parce qu'on ne fait pas tout mal. On ne fait pas tout mal dans la vie. Donc les personnes, puisque l'idée c'est de changer simplement 20% de ses comportements pour obtenir des résultats et de perdre facilement du poids, on va identifier ce qu'on ne fait pas bien. Et dans mon livre, il y a donc un test avec 50 questions qui permet d'identifier vraiment là où ça pêche, quoi. Soit on ne bouge pas assez, soit on ne mange pas suffisamment équilibré, soit on dort mal, soit on est trop stressé. Voilà, donc on va identifier ces 2 principes et puis après, on va agir dessus pour perdre du poids efficacement. Voilà, ça suffit, 2 principes, c'est ça ? Oui, ça suffit, bien sûr. Personne, regardez, quelqu'un qui n'est pas, on parlait d'activité tout à l'heure, quelqu'un qui se met à bouger, mais sans, je ne parle pas de sport, même de marche active. Vous faites une demi-heure de marche active, c'est-à-dire rapide, ce qui est les recommandations officielles aujourd'hui, mais ça va changer, vous allez voir, c'est des petites choses qui, mises bout à bout, peuvent apporter des changements. Et moi, j'appelle pour les non-sportifs, j'en suis une, je fais ce que j'appelle des collations d'exercices. Je me dis, j'ai pas forcément envie d'aller faire 1 heure de jogging ou 1 heure de piscine. Eh bien, par exemple, quand j'interromps mes séances de travail de 3 minutes, alors je me mets un morceau de musique et je danse dessus. Ça peut être ridicule, mais ça fonctionne, ça vous fait du bien, ça vous dégourdit. Après, j'essaie toujours d'ajouter comme ça des minutes assez intenses, et ça, on a montré que l'exercice court et intense pouvait aider à perdre du poids et surtout aider à aller mieux et même à augmenter son espérance de vie. Et je vais vous parler d'un exercice simple que j'adore, monter les escaliers. On peut le faire partout. Vraiment, arrêtez de prendre l'ascenseur. Monter les escaliers, ça permet, ça fait du renforcement, on brûle des calories, on fait marcher son système cardiovasculaire et il y a des études qui montrent que ça permet de vivre plus longtemps. Alors, il y a beaucoup d'informations dans votre livre. Qui c'est qui a inventé le concept de calories ? Parce que moi, je ne le savais pas. Ah non, alors c'est un concept américain, c'est l'américain. Non, vous ne saviez pas ? Non, je ne connaissais pas comment était né le concept de calories et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on a appliqué le concept de calories à la perte de poids. Comment ? Vous saviez pas ? Si, vous saviez quand même, c'était de la chimie. Non, je ne savais pas du tout. Ah non, bon ? Ouais. La fameuse calorie ? Ouais. Alors, j'ai son nom, c'est compliqué quand même, Atwater. Ouais. C'est grâce à lui qu'on sait que les épinards sont moins caloriques que les cacahuètes. Et en fait, oui, c'est une question de chimie, tout ça. Il a placé les aliments dans un appareil appelé calorimètre, et il a brûlé pour voir la quantité d'énergie que ça contenait. Il les a brûlés. Et voilà. C'est pour ça qu'on parle de brûler les calories, en fait. Calories, la chaleur est absorbée par l'eau. Une calorie, c'est la quantité d'énergie nécessaire pour élever de 1 degré Celsius la température de 1 gramme d'eau. Voilà. Bon, c'est ça. C'est pour l'anecdote, mais c'est intéressant de voir. Mais en fait, c'est vrai que tout a été basé après sur les calories. Alors que maintenant, c'est d'où cette idée, on absorbe et on dépense. Maintenant, on revoit ça, notamment grâce au microbiote, qui lui aussi, il veut manger des calories. Nos milliards de bactéries dans notre ventre, elles consomment, elles veulent prendre les restes et elles prennent quoi ? Elles mangent nos fibres. Et c'est pour ça que quand on mange une alimentation riche en fibres, ça permet de mieux réguler son poids. Alors le premier principe, c'est développer votre goût pour le sain. C'est quoi le défi finalement ? Ça veut dire quoi de manger sain aujourd'hui ? Ça veut dire de s'ennuyer en mangeant ? Alors, de supprimer les chips ? Alors, franchement, est-ce qu'un fruit vous apporte moins de plaisir qu'une chips ? C'est pas le même. Ah voilà. Donc déjà l'idée de dire que les légumes, les fruits, enfin les aliments, ça n'apporterait pas de plaisir, franchement,
ça tient pas la route. Et développer son goût pour le sein, on s'aperçoit que ces aliments bruts qui sont... Essayons d'éviter les aliments déjà trop transformés ou trop sucrés. Mais on peut prendre tout à fait du plaisir. Vous m'accordez ça. Oui, non, mais je suis d'accord avec vous. Et après, pour développer son goût pour le sein, essayons déjà d'en manger plus. Par exemple, au début de ces repas, on peut prendre de la soupe, des crudités. Tout le monde aime les crudités, en fait. Et ça va permettre d'être plus rassasié. Et peut-être qu'au fin de compte, on aura moins envie de prendre un dessert ultra sucré. Et on s'habitue notamment au goût moins sucré aussi. Parce que manger sain, c'est souvent manger moins sucré. C'est vrai que l'industrie nous a habitués à des quantités de sucre qui ne sont pas, on va dire, normales, qu'on ne retrouve pas dans la nature. Imaginez une canette de soda, c'est quoi ? 28 grammes de sucre, un yaourt aux fruits, peut-être plus de 10 grammes de sucre, alors que notre consommation totale, ça ne devrait pas être plus de 100 grammes de sucre totaux, des sucres rapides. Donc, on nous a habitués. Alors, pour se déshabituer, on essaie, tout bêtement, regardez le café, on met 2 morceaux, on peut en mettre qu'un. Les yaourts aux fruits, vous commencez par prendre des natures, quitte à remettre de la confiture. Mais il y aura... Ce que vous avez fait au début. Mais oui. Et il y aura toujours moins de sucre que dans les aliments déjà sucrés par l'agroalimentaire. Et maintenant, vous les mangez complètement nature ? Nature et pas à 0%. Nature, mais parfois entier, parce qu'il y a de l'onctuosité. Et franchement, en termes de calories, c'est pas une grande différence. Mais parce que c'est vrai qu'on parle de plus en plus de manger sain. Alors c'est vrai que le principe des aliments ultra transformés commence là aussi à se populariser dans la population. Il y a des expériences qui sont faites. On a mangé pendant 1 mois sans AUT, et les gens voient à quel point c'est difficile aujourd'hui de ne se nourrir sans aliments ultra transformés aujourd'hui. Et il ne faut pas culpabiliser les gens parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Aujourd'hui, ils font partie à peu près de 30% de nos apports caloriques. Ce qui est important de faire, c'est plutôt, moi je dis pas, n'essayez pas de réduire, essayez de rajouter du sain. Et automatiquement, vous allez réduire. Si vous commencez à essayer de manger plus d'aliments, je dirais, pas transformés, plus de fruits, plus de légumes. Après, même des gâteaux maison, des fois, ou des bonbons vont vous sembler ultra sucrés. Moi, avant, je mangeais des M&M's, je ne peux plus maintenant. Franchement, je me suis habituée. Ah non, je peux plus. Je me suis habituée à manger du chocolat. Vous voyez, je suis passée de 70 à 85. Et maintenant, à M&M's, j'aime la cacahuète à l'intérieur. J'aime toujours les fruits oléagineux. Mais là, vraiment, je me dis, c'est trop sucré. Et en fait, le sucre, parfois, il ôte le goût de l'aliment aussi. Deuxième principe, manger seulement quand vous avez faim. Alors, quand même, on est dans une société où aujourd'hui, on mange quand c'est l'heure. Oui. Plutôt que quand on a faim. Et surtout, quand on travaille, on mange à la pause déj. Et vous n'avez pas remarqué que vous avez faim aussi à la pause déj ? Parce qu'en fait, les horaires réguliers, ça permet aussi, c'est bien, parce que ça rythme notre organisme et le cerveau va tout de suite... il sait, il est habitué. Et on aura plus conscience de nos messages de faim, de satiété. Donc, c'est plutôt bien la régularité des repas, en fait. Et après, bon, évidemment, essayez. Généralement, ça va se réguler. D'ailleurs, vous mangerez quand vous aurez faim à vos horaires. C'est plutôt bien. D'accord. Donc, mais il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ressentir les signaux de faim. C'est vrai. Parfois, d'abord, on ne sait pas. Alors, la faim, il faut le dire, ça doit être dans le ventre. Il y a la faim psychologique, elle se situe ailleurs que dans le ventre. Il y a l'envie de manger et la faim, voilà. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Ouais. Après, il y a la soif aussi. Souvent, on distingue pas trop la faim de la soif. Beaucoup de personnes ne boivent pas assez dans la journée parce que c'est régulé par l'hypothalamus et c'est la même chose. Donc, des fois, on voit pas. C'est vrai que c'est pas toujours simple, mais on peut le rééduquer, essayer de la ressentir, tout simplement. Des gens n'ont plus l'habitude de ressentir la faim. Et puis, souvent, on mange trop. Parce qu'on nous propose des trop grosses portions. Alors, par exemple, quand on va, je ne sais pas, sauf pour les légumes, mais dans un fast-food, il faut mieux prendre des petites portions de frites. Et puis aussi, on a des couverts de plus en plus, des vaisselles de plus en plus grandes. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Aller dans un... Alors moi, c'est pas sur les vaisselles que je l'ai remarqué, c'est sur les verres. Ah oui. Les verres de vin, si vous regardez aujourd'hui la taille des verres de vin,
alors ils ont explosé. Vrai. Alors les assiettes, oui, elles ont grandi, mais pas proportionnellement au verre. Hein. Alors, si vous regardez chez un antiquaire, vous verrez que vraiment, les assiettes ont vraiment augmenté de taille et on peut comme ça leurrer son cerveau. Il me mettait la même quantité de nourriture dans une petite assiette et dans une grande assiette et évidemment, on va leurrer notre cerveau si on mange dans une petite assiette, il va croire qu'il y a plus de nourriture et on sera quand même plus vite rassasié. Mais d'ailleurs, dans les buffets à volonté, c'est ce qu'ils font. Hein. Ils mettent des assiettes de taille plus petite quand même. Voilà. Et alors ça, l'assiette, le bol, c'est aussi important. Le bol, on peut leurrer le cerveau. Il croit qu'il y a plus de quantité d'aliments. Mais c'est pas c'est très important les portions, hein, parce que souvent on ne sait pas, on ne se rend pas compte qu'on mange beaucoup plus, beaucoup trop que ses besoins. Alors on peut aussi se servir de sa main pour connaître alors c'est ce que vous dites, la bonne portion. Voilà. Par exemple, le poisson, c'est sa main entière. La viande, c'est sa paume de main. Évidemment, on n'a pas les mains plus ou moins grandes selon sa taille. C'est un enfant d'un adulte. Voilà. Le fromage, c'est pas plus de 2 doigts, l'équivalent de 2 doigts. Le beurre, d'une phalange. Comment on sait la quantité dont on a besoin pour être rassasié? Comment on le détermine, ça? Alors, c'est compliqué, votre question. Comment on sait... Moi, par exemple, alors, j'ai l'impression, hein, tant qu'il y en a, je mange. Enfin, je sais pas. J'ai l'impression que je vais manger tant qu'il y en a. Alors, vous avez... Ça, on le sait que, par exemple, un buffet, c'est beaucoup plus dangereux. Les buffets, c'est redoutable parce que vous allez retourner, parce qu'en fait, la diversité des aliments vont vous pousser à avoir envie de tout goûter. Ouais. Donc là, vous allez avoir du mal à vous sentir rassasié. Je pense que vraiment, quand même, le buffet, si on a des problèmes avec sa satiété et sa faim, il faut mieux éviter. Ouais. Donc pendant les vacances, il faut mieux se dire, je prends une entrée, un plat, et un dessert, ou pas de dessert d'ailleurs, plutôt un fruit, que d'essayer de multiplier les plats où on ne sait plus du tout ce qu'on a mangé au final. Et d'autant plus que c'est souvent de moindre qualité. Hein, exactement. Exactement. Mais alors, parce que comment on peut déterminer, comment on peut être attentif à ces signaux de satiété? Beaucoup ont oublié ce que c'était que la satiété, hein. Oui, c'est vrai que beaucoup ont oublié, mais on les ressent quand même. Vous savez, les Japonais, ils disent on mange à 80% quand son estomac n'attend pas de le remplir complètement. Il faut encore avoir un petit peu cette sensation de faim, mais sentir que quand même on est comblé. Et souvent, on le ressent, on a quand même moins envie d'aliments quand vous arrivez à la fin d'un repas qu'au début. On sent bien ça. Vous dites, bon, là j'en prends, c'est par gourmandise. Mais en fait, là, non. On ne le fait pas. Aline Pierrodin est journaliste, experte en santé, directrice de la rédaction de Santé Magazine. Vous la retrouvez tous les matins sur RTL à 5h50 pour sa chronique santé. Et elle publie 80-20, la méthode pour mincir sans souffrir chez Marabout. Une méthode qu'elle a élaborée parce qu'elle avait 8 kilos à perdre, qui s'appuie sur la loi de Pareto. Et on est en train de voir les 10 principes que vous avez recensés. Il faut en choisir 2. Et on en applique 2 pour pouvoir perdre du poids. On parlait de ce principe de manger seulement quand on a faim. Finalement, aujourd'hui, on parlait de la taille des récipients parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que les contenants sont de plus en plus grands. Les aliments ont un indice de satiété. Alors là aussi, il faut connaître l'indice de satiété. Et il y a des aliments qui rassasient plus que d'autres, en fait. Hein. Alors d'ailleurs, c'est assez étonnant. Hein. Ça a été des chercheurs qui ont essayé de l'étudier et on voit que par exemple la pomme de terre rassasie, le poisson, le porridge, l'orange, la pomme, les pâtes complètes, ça rassasie beaucoup mieux. Par exemple, alors le pire c'est le croissant, le cake, le beignet. Voilà, qui rassasie moins bien. Mais ça, on le voit, hein, on peut le ressentir. Il y a des aliments caloriques qui en fait rassasient pas bien du tout. Alors, 3e principe, réduisez votre fenêtre alimentaire. Bon, là, on en parlait tout à l'heure. Hein, donc, si vous voulez perdre du poids, il faut vous caler sur le rythme du soleil, en gros. Oui, il faudrait. Alors, vous allez me dire, en été, c'est facile. L'été, en hiver, c'est un peu plus compliqué. Mais vraiment, c'est très important, puisqu'on l'a dit, il faut mieux manger le matin, le midi, qu'en soirée. On stocke
plus facilement les calories à consommer le soir. Donc c'est vraiment important de réduire sa fenêtre alimentaire, surtout le soir, parce que beaucoup de gens grignotent après le repas ou dînent très tard. Et dîner très tard, c'est pas bon. On n'est pas fait pour manger le soir. En plus, on peut avoir du reflux gastro-œsophagien, parce que c'est pas bien de se coucher juste après avoir mangé. Donc vraiment, une chose importante, c'est de dîner tôt. Dîner le plus tôt possible. Qu'est-ce que vous appelez dîner tôt, vous ? Avant 20h, en tout cas. D'accord. Avant 20h. Et après, on ne remange rien après le dîner ? On ne remange rien. Et alors, moi j'ai une tactique, parce que j'aimais bien des fois reprendre un petit carré de chocolat, on se brosse les dents après son dîner. Mais tout de suite après, 20 minutes après. Et en fait, si vous passez à vous brosser bien les dents, le fil dentaire, vous n'avez pas envie de recommencer. Et en plus, l'odeur mentholée du dentifrice, souvent, c'est un coupe-faim, en fait. Voilà, vous n'avez pas envie de grignoter après ça. Et puis, quand vous vous êtes brossé les dents, vous n'avez pas envie de saboter votre lavage de dents. Voilà, tout à fait. Ouais, donc, pas terrible. 4e principe, ne grignotez pas entre les repas. Alors vous, c'était votre truc de grignoter. Selon les dernières études, près de 40% des Français grignotent quotidiennement. Alors le problème, c'est pas tellement le grignotage, mais c'est ce qu'on grignote, en fait. Oui, bien sûr, parce que on prend de l'alimentation facilement accessible. Alors généralement, c'est quoi ? C'est des aliments tout prêts, des aliments ultra transformés, c'est du gras et du sucre, quoi. Donc soit on anticipe ces collations, et on les prépare, on se dit, moi voilà, j'ai toujours faim à 4 heures, alors j'emmène avec moi un fruit, un yaourt, voilà. Soit on essaie de moins grignoter, et quand on regarde bien, le grignotage, c'est souvent lié à un stress, lié au fait que on s'ennuie. C'est un substitut d'action, donc des fois il faut mieux bouger et on n'a plus envie de grignoter. Faites l'expérience. Donc c'est souvent lié à une émotion négative, souvent. Donc le grignotage, ça peut être aussi, on prend un aliment doudou, on a une émotion négative, on n'arrive pas à la gérer et on se console avec une alimentation réconfortante. C'est bien une fois. Le problème, c'est si on le fait trop souvent, là, ça va amener à perdre du poids. Alors moi, j'ai mes petites astuces, parce que voilà, je suis une personne comme tout le monde, qui avait des émotions négatives. Je me suis dit, je vais quand même pas manger à chaque fois que j'ai une petite contrariété. Donc, j'essaie de faire quelque chose qui me fait plaisir, une autre substitut, ou j'appelle quelqu'un. Je me dis, voilà... Ah oui, vous êtes disruptive, vous. Ah oui. Ah oui, d'accord. Ouais. Ah oui. J'essaie d'appeler quelqu'un, ou je fais une petite activité. Par exemple, moi, des fois, le fait de faire un tour de pâté de maison ou d'aller prendre une douche, si je suis en télétravail, oui, c'est bizarre, mais ça m'aide à ne pas manger, faire une petite pause, une collation d'exercice, comme je le dis. Ça passe mon envie de ma compulsion, en fait, à manger. Alors, vous avez des trucs, le HIIT, l'anti-grignotage, HIIT, pour High Intensity Interval Training. Ça, c'est vraiment c'est vraiment le fait de bouger rapidement sur une courte durée. Les 3 minutes dont on parlait tout à l'heure. Ouais, vraiment. Ça va vous passer l'envie de manger. Souvent, une compulsion, c'est comme une envie de manger, c'est comme une envie de fumer. Vous imaginez une vague, elle vient, elle vous submerge, vous avez très très envie, mais si vous la regardez, vous bougez pas, le temps va être votre ami. Vous faites autre chose, elle va passer, cette envie de manger. Elle passera, elle ne dure pas. Comme l'envie de fumer, ça dure pas. Donc vous imaginez que vous surfez sur cette vague et vous allez pouvoir la passer. Surtout que, franchement, quand il y a eu des études qui ont montré que quand même, on comparait des gens qui se sont réconfortés avec la nourriture ou d'autres qui ne l'ont pas fait. Au bout de 2 heures, l'aliment doudou, il vous réconforte pas longtemps. C'est l'alimentation émotionnelle. Ouais, mais il réconforte pas. C'est-à-dire qu'il réconforte sur les 5 minutes, mais après, au contraire, souvent, il y a de la culpabilité. Derrière, il y a la culpabilité. Et on n'est pas plus gai. Et avec les aliments ultra transformés, notamment toutes ces saloperies qu'on peut trouver, qui sont grasses et sucrées, en fait, on voit que ça joue sur notre santé mentale et que ça nous rend plutôt anxieux
et déprimé. Donc vraiment, si on a à grignoter, on prend un fruit, on prend un skyr, mais pas un aliment ultra transformé. Alors, on va sauter certains principes parce qu'on n'a pas le temps de tous les aborder, mais alors, le principe numéro 8, c'est chouchouter votre sommeil. Alors, les études sur le sommeil et sur le rapport entre le sommeil et le poids sont assez récentes, en fait. C'est vrai. On n'a pas toujours dit, finalement, que faire ses nuits, ça permettait aussi de bien faire son ménage à l'intérieur et d'éviter de prendre du poids. Alors, pourquoi ? Alors, c'est incroyable, d'ailleurs, parce que quand on regarde la prise de poids de la population, il faut bien dire qu'il y a près d'un Français sur deux qui est en surpoids, s'accompagne on dort moins. On dort 6h40, je crois, alors qu'il y a 30 ans, on dormait 7 heures. Donc il y a un lien entre le manque de sommeil et la prise de poids. On parle toujours de l'alimentation, mais le sommeil est extrêmement important. Alors pourquoi ? Parce que en fait, le manque de sommeil, il va faire grossir pour plein de raisons. Déjà, quand on manque de sommeil, on est plus fatigué, donc on va avoir tendance à moins se dépenser dans la journée. Deuxièmement, le manque de sommeil, ça va déréguler nos hormones. On va avoir les hormones de l'appétit, par exemple la gréline, qui est sécrétée dans l'estomac, qui va augmenter, et à l'inverse, la leptine, qui favorise la satiété, qui va diminuer. En plus, on va avoir les taux de cortisol qui vont augmenter, et ça favorise l'appétit. Donc il y a tout qui contribue à nous faire manger plus, stocker plus et dépenser moins. Donc le manque de sommeil, c'est vraiment... Il y a une chose, souvent les gens ils pensent qu'à leur assiette, mais le sommeil est extrêmement important. Puis en plus, quand on dort mal, souvent on se réveille pas de très bonne humeur, on est en dette de sommeil, ça va pas, et quand on est fatigué ou d'humeur irascible, on a tendance à manger plus. On compense. On compense, ouais. Prenez le temps de respirer. Alors vous évoquez une compétition au Japon qu'on appelle le Space Out. Quel est le rapport entre la respiration et le poids ? Parce que ça paraît pas toujours évident. C'est vrai, mais alors vraiment les dernières études montrent que une respiration calme permet vraiment de réguler son stress. Et quand on régule mieux son stress, on régule mieux son appétit. Et vraiment, la respiration est même plus efficace que la méditation. Alors, une respiration calme, pourquoi ? Quand on respire calmement, on envoie au cerveau qu'on est détendu. Et au lieu d'essayer à se dire « je vais me détendre », ça ne va pas marcher, on le sait, méthode Coué, ça marche pas tout le temps. On va essayer de se dire, on se dit rien et on essaie de respirer plus calmement. Parce que quand on est stressé, en fait, on respire beaucoup plus vite. Donc, en respirant calmement, alors ça peut être par la respiration ventrale. Après, il y a plein de techniques de respiration qui permettent d'être plus calme. Alors aujourd'hui, il y en a plein sur Internet. Aujourd'hui, celle qui a la cote, c'est la cohérence cardiaque. Mais c'est vrai qu'elle est très bien. Et en plus, il y a des applis qu'on peut télécharger qui sont gratuites et ça permet vous suivez par exemple un dessin et vous inspirez, vous expirez sur 5 temps. Et franchement, vous faites ça 5 minutes dans la journée. Par exemple, je sais pas, vous avez votre boss qui vous a ennuyé, vous êtes disputé, vous régulez comme ça votre respiration et donc votre humeur, et donc certainement vous allez beaucoup moins manger. Et c'est efficace, ça prend pas de temps. Essayez de le faire 1 à 2 fois dans la journée et vraiment on aura une stabilité émotionnelle. On va mieux réguler ses émotions et du coup son appétit et ce qu'on va manger. Un jour, vous avez lu dans un article anglo-saxon les propos d'un coach qui comparait une personne stressée à une pyramide inversée. Comment est-ce qu'on inverse la pyramide ? Vous avez remarqué, quand on est hyper stressé, on a l'impression tout est dans la tête là. On a oublié son corps. On n'est plus qu'une tête. Et en fait, en respirant, déjà, on reprend possession de son corps, on a des sensations corporelles et j'aime bien cette idée de la pyramide inversée parce que quand on s'ancre bien, on met les pieds au sol, je vous assure que ça déstresse en fait. Vous essayez vraiment de prendre conscience de vos pieds, de votre respiration, de vous, quoi. Vous êtes là et vous n'êtes pas simplement qu'une tête pleine de stress. Bien, alors on parlait du sommeil tout à l'heure. Attention aux siestes trop longues qui, selon certaines études, pourraient être responsables d'une prise de poids. Bon, la suite est dans le livre d'Aline Perrodin. Alors je rappelle qu'il y a 10 principes, vous en choisissez 2.
hein, la méthode, c'est 80-20. 20. Hein, d'accord. 2 sur les 10. Donc 20% de nouvelles habitudes. Pour 80% de résultats. De résultats. Vous voyez ? Bon, c'est plein de bon sens. Non, c'est lié à des études. En fait, c'est quand même plein de bon sens, quand même. Alors, si c'était du bon sens, on le ferait tous. En fait, on le fait pas. On ne sait pas qu'il suffit parfois de respirer 5 minutes. En fait, je donne toujours plein de choses qui semblent simples, mais qui ont été validées scientifiquement. En tout cas, c'est simple. Voilà. Ce que je veux dire, c'est simple à suivre. Il n'y a pas d'association, de choses à faire. Non, voilà. Il n'y a rien à peser. Voilà. Non, que ce soit simple et que ce soit des petits changements qui font une grande différence à la fin. Alors, votre livre s'appelle 80-20, la méthode pour mincir sans souffrir chez Marabout. Vous réécouterez cette émission en podcast sur beurrefm.net et vous verrez la vidéo sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez écouter Aline Pérodin tous les matins, 5h50 à la radio, sur la chaîne concurrente. C'est avant Kim commence à 7h. Donc voilà, vous pouvez écouter Aline et repasser sur Beurre FM après et passer une très belle journée santé sur Beurre FM.